Et si nous pouvions tous participer à l'éveil collectif et apporter plus d'harmonie dans notre société? Bonjour à tous. Au-delà de savoir si nous pouvons agir pour l'ensemble, ce qui est peut-être notre responsabilité à un moment donné de notre évolution, la question est de savoir comment. Donc parfois, quand cette aspiration émerge, une limitation apparaît dans le même temps. Je ne suis pas au bon endroit pour faire bouger les choses. Et là nous viennent les yaka, faucons, si j'étais politicien, homme de loi ou dans le monde médical, avec du pouvoir, là tout serait différent. Je changerais les choses. Mais cette vision nous fait croire que nous sommes impuissants. Et même plus, nous rend quelque part impuissants par la dispersion de notre énergie. Miroir que l'on voit bien dans les médias, avec des spécialistes qui souhaitent nous imposer leur vision des choses et leurs solutions, sans que nous puissions les remettre en question par soi-disant manque de compétences. Mais par exemple, si l'on travaille dans l'éducation nationale, nous aurons les compétences et l'expérience pour faire bouger les choses au sein de celle-ci. Mais si l'on veut révolutionner le monde judiciaire, là nous risquons de dépenser notre énergie sans résultat ou très peu. C'est sûr, il est bon que tout citoyen s'intéresse à différents domaines de la société et participe donc à l'émergence d'une nouvelle conscience qui se manifeste alors avec de nouvelles idées. Mais leur mise en œuvre appartient aux personnes qui sont déjà actives dans ces terrains spécifiques. Alors, donc il est temps que l'on retrouve notre pouvoir collectif capable de déplacer des montagnes, mais pour cela, notre intention doit être juste. Ce pouvoir collectif se révèle d'autant plus si chacun met son pouvoir personnel au service d'un but commun. Et ce but commun doit être constructeur et non destructeur. Sinon, nous allons tout droit vers des guerres, si peu souhaitables, peu importe leur échelle. Ce sont l'énergie des petites guerres, même si elles semblent anodines, qui nourrissent les guerres plus importantes quelque part dans le monde. Chaque conflit non résolu entre deux personnes, avec la recherche de prise de pouvoir l'une sur l'autre, s'apparente à des petites guerres. Et là, nous devons prendre la responsabilité de la résolution de ces conflits, dans le respect évidemment des deux parties. C'est l'occasion d'apprendre à développer une innocuité active et constructive. L'innocuité est la qualité de ne pas nuire, mais cela ne doit pas nous rendre passifs, bien évidemment. En mettant notre énergie au service du nouveau à créer, l'ancien qui n'est plus souhaitable, n'étant plus alimenté, s'éteint naturellement avec le temps. Alors que si on le combat, cela le renforce et fait durer le conflit. Donc pour revenir à notre capacité à participer à l'évolution collective, nous sommes tous à notre juste place pour faire la part qui nous incombe. Notre histoire familiale, les rencontres que nous avons faites au cours de notre vie, nos études ou le manque d'études, nous ont guidés là où nous nous trouvons actuellement et c'est forcément juste. Notre karma individuel, familial, collectif est aussi à l'œuvre dans notre cheminement, même si parfois il peut paraître pour certains hasardeux. Sans que nous nous en rendions compte, toutes les expériences de notre vie nous amènent au bon endroit et avec les compétences acquises pour réaliser ce qu'on pourrait appeler notre chemin de vie, notre mission de vie. Par exemple, une personne qui aura connu des difficultés ou même des traumatismes et qui aura su les dépasser sera idéale pour accompagner d'autres personnes avec le même genre de problématiques et les guider ainsi vers la résilience. Pour revenir à notre mission de vie, il est important de comprendre qu'elle n'est pas formelle et déterminée par un métier précis, mais elle est plutôt en lien avec l'apport de qualités spécifiques. Chaque personne est avant tout un mélange d'énergie-conscience, donc exprimant des qualités qui sont parfois déformées. C'est ce que nous appelons donc nos défauts. Nous avons tous entendu des phrases comme « nous avons les défauts de nos qualités ». Et parfois, cela peut même être dit comme une sorte de justification. Mais comment ça marche? Donc pour faire simple, on va utiliser un schéma que j'ai préparé. Donc ce schéma représente donc l'être humain au centre, avec une sorte, on pourrait dire, de sablier, avec la première partie en hauteur qui représente l'aspect de l'âme, et la deuxième partie, l'aspect de la personnalité. Et donc là, nous allons utiliser, nous allons prendre comme énergie, ça va être l'énergie d'amour.
cette grande qualité et on va un petit peu voir comment elle va pouvoir chercher à s'incarner et dans un deuxième temps, être déformée par la personnalité. Donc la qualité d'amour, en premier, on pourrait dire que c'est vraiment en lien avec la reconnaissance de ce qu'on aime. Donc si c'est une personne, de vraiment voir qui est cette personne au plus profond. C'est ce qu'on entend dans la phrase, par exemple dans Avatar, avec le fameux « je te vois ». Je te vois au-delà des apparences. Je te vois en profondeur. Ça, c'est vraiment l'expression de l'amour. On pourrait voir que cette déformation qui va passer par la personnalité, l'individualité, ça va plutôt faire « je vois ce que tu m'apportes ». Et là, la personne, elle aime l'autre pour ce qu'elle lui apporte, plutôt pour ce qu'elle est en réalité. On peut voir aussi que donc, avec l'énergie d'amour, si on l'exprime, on va dire, en lien avec l'âme, ça va donner de la liberté et de la confiance. Par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant, le parent va pouvoir être confiant dans la capacité à l'enfant d'expérimenter pour apprendre au fur et à mesure des expériences de la vie. Alors que si cet amour va être déformé par la personnalité, ça pourrait engendrer une certaine forme de contrôle. Certains parents, pour le bien de leurs enfants, leur disent il faut faire telle étude, au-delà de l'envie par exemple de l'enfant. La confiance, c'est la même chose. Ça, c'est assez fréquent au niveau du couple. Donc c'est vraiment une qualité qui peut se déformer jusqu'à la jalousie, qui peut être vraiment source de problématiques pour beaucoup de couples. Donc quand cette énergie d'amour est vraiment déformée, ça peut aussi susciter jusqu'à un moment donné une dépendance affective, qui va engendrer après de la possessivité, du contrôle et de la jalousie. Donc l'expression de l'énergie, de la qualité qui descend, et après avec cette déformation, ça va générer donc les défauts. Mais tout défaut, à l'origine, c'est une qualité qui va chercher à s'exprimer. Donc ce qu'on pourrait voir par rapport à cette qualité d'amour, c'est dans un premier temps, quand elle n'est pas déformée, elle est inconditionnelle, c'est-à-dire sans condition, alors que quand elle est déformée par la personnalité, ça va être « j'aime mais sous condition ». Si tu me donnes quelque chose, si tu fais quelque chose, etc. On pourrait donner un autre exemple, par exemple, avec les fleurs. Donc, si on aime les fleurs à ce niveau-là, on va pouvoir aimer toutes les fleurs et apprécier donc chacune dans leur diversité. Alors qu'avec la déformation, ça pourrait finir par « j'aime les fleurs de mon jardin ». Parce que c'est moi qui les cultive, c'est moi qui prends soin de mes fleurs, etc. On pourrait avoir par exemple quelqu'un qui va se balader dans la nature, voit une belle fleur, et avec cette conscience-là, ça serait plutôt je vais l'accueillir et la ramener chez moi. Sans prendre en compte que le fait de l'accueillir la tue, et en plus pourrait priver d'autres personnes de profiter de cette fleur. Donc voilà un peu les grandes lignes de cette énergie qui se déforme au fur et à mesure de notre individualisation et du fait qu'on soit centré sur nous-mêmes. Voilà. Pour poursuivre notre réflexion sur notre capacité à agir pour l'ensemble et à développer plus d'harmonie, donc nous allons voir 7 grandes qualités dont nous pouvons être les porteurs. Donc pour cela, nous nous référons aux 7 rayons des écrits d'Alice Bailey. Ce sont des énergies conscience gigantesques dont nous pouvons être les représentants, même si nous sommes limités, entre autres, par notre conscience individuelle, comme nous allons le voir tout à l'heure sur le schéma. Donc nous allons les aborder de façon simplifiée pour avoir une idée de leur impact sur notre comportement, et donc sur ce que nous pouvons partager ou rayonner. Donc le premier s'appelle le rayon de volonté-puissance. Cette énergie te permet d'avoir une vision claire sur le plan et le but d'un projet, et d'avoir la volonté pour le conduire jusqu'à sa réalisation. Donc cette qualité est souhaitable pour tous les politiques, les chefs d'entreprise, les chefs de projet en tout genre, même pour une famille. Mais attention aux abus de pouvoir. Et là, la tendance, lors de la déformation de cette énergie, à imposer à sa volonté personnelle. On pourrait dire que dans sa plus grande déformation, c'est l'énergie des dictateurs. Ça peut aller jusque-là. Le deuxième s'appelle le rayon d'amour-sagesse. Donc cette énergie permet d'apporter de la conscience dans tout ce qui est fait et dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et sécurisante. Donc cette qualité est utile dans le soin, dans l'enseignement et dans tout travail d'équipe.
Mais attention, donc, quand cette énergie est vécue trop basse, cela peut donner un émotionnel, on pourrait dire dégoulinant, mielleux, maternant, paternant. Cela peut engendrer des difficultés relationnelles avec de la jalousie et de la focalisation sur qui est le préféré ou la préférée. On revient à la dépendance affective comme on a vu tout à l'heure avec le schéma. Donc le troisième, lui, s'appelle le rayon d'intelligence créatrice. Donc cette énergie est à l'œuvre dans la créativité intellectuelle présente chez les chercheurs et inventeurs de tous bords, aussi bien chez les scientifiques que les philosophes ou dans le monde de l'entreprise. Là, la question est de savoir si ce que l'on invente est bon pour l'ensemble, ou juste bon pour moi et mes petits intérêts. Beaucoup d'idées ont permis l'enrichissement de leurs auteurs, mais dans le même temps ont dégradé la nature ou la vie des personnes qui les mettaient en œuvre, ou tout simplement ceux qui les utilisent. Et là, les exemples ne manquent pas dans notre société où beaucoup des inventions de ces dernières décennies ont amplifié le problème écologique et climatique. Le quatrième donc, s'appelle, lui, le rayon d'harmonie par le conflit. Cette énergie permet la médiation entre différentes parties et met au jour les qualités de chaque partie et pressent comment les agencer et les valoriser dans leur union. Cette qualité est utile partout et met en avant donc, les justes relations à tous les niveaux. Et donc là, la déformation survient quand l'attention est focalisée sur les défauts et là, les conflits sont perpétuels et sans recherche de solution. Le cinquième s'appelle le rayon de science concrète. Cette énergie permet de concrétiser jusque dans la forme toutes les idées abstraites. C'est une qualité essentielle donc pour les ingénieurs, les techniciens spécialisés ou les artisans. Symboliquement, c'est le bras droit des inventeurs ayant droit. Mais attention à la mise à l'écart de l'aspect conscience. Comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, la déformation majeure qu'on peut voir à notre époque, ça peut aller jusqu'au transhumanisme. Le sixième, donc lui, s'appelle le rayon d'idéalisme et dévotion. Cette énergie permet de susciter la recherche d'idéal en lien avec des valeurs essentielles à appliquer dans la vie. C'est la qualité qui s'exprime chez toute personne qui travaille par exemple pour le respect des droits humains, des droits des enfants, des animaux, de la nature. Elle permet d'ouvrir les yeux et donc les consciences. Et là, le défaut se révèle quand les valeurs sont imposées et qu'elles justifient même la violence, comme dans les guerres de religion ou à un autre niveau, dans les actions violentes par exemple pour l'écologie. Et le dernier, donc, qui s'appelle le rayon d'ordonnancement et de rituel. Cette énergie permet d'incarner l'esprit dans la matière. C'est une énergie de mise en forme de la volonté créatrice. Les porteurs de cette énergie ont une grande capacité à faire collaborer les personnes portant des énergies différentes, comme par exemple un chef de chantier qui fait en sorte que les artisans travaillent main dans la main, unis pour un but commun. Là, symboliquement, c'est le bras droit de l'aspect volonté, qui par la collaboration amène le projet jusqu'à sa matérialisation. On pourrait dire que l'architecte représente le rayon 1 avec le plan et le chef de chantier le rayon 7. Et là, le défaut survient quand la forme devient déconnectée de l'esprit. Si on reste dans l'exemple du bâtiment, c'est comme si on ne respecte pas certaines lois ou contraintes techniques au risque de fragiliser la construction ou d'avoir des problèmes de malfaçon. En apparence, la forme est belle, mais dans le fond, la structure est défaillante. Donc avec ces grandes qualités et les défauts que vous avez peut-être repérés, mais qui ne sont que la déformation de vos qualités, vous allez pouvoir commencer à discerner ce que vous pouvez apporter, là où vous êtes. Une vision, une qualité de conscience ou d'ambiance, une créativité, de justes relations ou des moyens techniques, un idéal, de la coopération. Vous pouvez même sentir une forme d'appel à exprimer une qualité particulière. Aussi, le décentrage et l'expression de qualité sont la manifestation des valeurs de l'âme. Et c'est ce rayonnement qui accompagne l'évolution de conscience et fait ainsi avancer la société. Avec le développement de la conscience d'ensemble, donc nous pouvons sentir la justesse de laisser chaque partie de la société évoluer par les siens. Chacun son travail et ses responsabilités au sein de l'ensemble. Même les changements politiques viendront des politiques. Mais quand la conscience des citoyens aura évolué, et c'est pareil dans tous les domaines.
Pour revenir à notre participation, Pierre Rabhi aimait bien prendre la métaphore du colibri, qui fait sa part lors d'un incendie, même si cela semble dérisoire. Goutte après goutte, il participe et prend ses responsabilités. Cette image d'abnégation est belle, mais pour certains, ce n'est pas très enthousiasmant. La question de l'efficacité peut se poser. Pour ma part, en restant dans le monde animal, j'aime beaucoup la théorie du centième singe, qui elle est vraiment source d'espoir. Donc ce phénomène a été observé pour la première fois sur l'île de Koshima au Japon, avec une espèce de singe des neiges qui fut observée pendant environ une trentaine d'années. Donc les scientifiques les nourrissaient avec des patates douces, crues, qui jetaient sur le sable. Un jour, ils ont observé une jeune guenon qui a eu l'idée d'aller laver ses patates douces dans un ruisseau. Comme ça, se débarrasser du sable pour pouvoir les déguster. Donc c'était en 1952. Après, donc, la jeune guenon commença à enseigner cette astuce à sa mère, ses sœurs et ses compagnes de jeu. Donc cette innovation commença à se répandre, mais quand même avec la réticence des plus vieux singes. En 1958, donc, le seuil critique fut dépassé. Symboliquement, ce fut le 100e singe qui acquit la compétence qui fit tout basculer. D'un coup, presque tous les singes se mirent à laver leurs patates. Le plus étonnant pour les scientifiques fut que l'habitude de laver ses patates donc, sauta au-dessus des mers et se répandit sur d'autres îles, même jusque sur le continent. Et là, tous les singes ou presque se mirent alors à laver leurs patates. Donc pour faire simple, si dans un groupe, une masse critique, donc qui n'est pas la majorité, développe une compétence ou un état de conscience, instantanément, tout se propage à l'ensemble du groupe. Et là, ça donne vraiment du sens à l'effort fait individuellement donc pour partager ces valeurs d'ensemble et d'âme, pour atteindre cette masse critique et faire évoluer la société. C'est pour ça que nous espérons que vous allez trouver quelques pistes de travail et de réflexion, donc, et surtout l'envie de participer à cet enjeu collectif. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire si vous le souhaitez. Et puis merci d'avoir écouté. Et puis au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec le thème « L'harmonie au service de l'âme ou de la personnalité ». Merci.